avec mes invités, nous, on va vous parler de mobilisation citoyenne, de la manière dont, allez, monsieur et madame tout le monde, beaucoup de jeunes en particulier, mais pas seulement, prennent le relais des décideurs, des politiques, pour bâtir un nouveau monde, un autre monde. Ces citoyens, ils sont à la fois dans la rue, ils sont également dans les entreprises, ils sont dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux également. En préparant cette table ronde, je pensais à un festival qui a lieu en ce moment même à Beaubourg. Peut-être certains d'entre vous en ont parlé. Et ça s'appelle, c'est le festival Hors Piste. Et cette année, le titre de l'expo s'appelle le peuple des images. Et en fait, cette exposition parle de cette mobilisation de Khartoum à Santiago, de Beyrouth à Hong Kong, d'Alger aux Champs-Élysées, de cette mobilisation qui, depuis un an, nous donne à voir des vagues humaines qui déferlent partout dans les rues, sur les places et sur nos smartphones pour justement alerter sur la fin d'un monde, dans tous ses aspects et pas seulement environnemental. Et on parle d'un peuple éphémère finalement qui est filmé et qui se filme et dont l'image permet à ses causes d'entrer dans l'histoire. Et ça me paraissait intéressant, et je suis sûre que Magali Payen, qui est une de nos invitées, Magali Payen qui est productrice, vous avez forcément tous entendu parler de l'affaire du siècle, vous avez entendu parler, j'imagine, du défi On est prêt sur les réseaux, et peut-être certains d'entre vous ont entendu parler des citoyens reporters qui à l'heure actuelle se mobilisent dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, cette initiative totalement inédite qui a été créée dans la foulée du grand débat, et dont Agnès Catoire, voilà, est une des... allez, je vais dire héroïne, parce que... pour avoir, en tant que journaliste pour Ushuaïa TV, suivi depuis quelques mois les travaux de la Convention citoyenne pour le climat qui se déroule au CESE, je suis totalement bluffée, vraiment, par à la fois l'imagination, le sens de l'engagement, une foi inébranlable en l'homme, je trouve, qui se dégage de cette initiative qui est vraiment unique, inédite, ça ne s'est jamais vu, en tout cas en France. Donc ça, Agnès nous en parlera. Il se passe aussi beaucoup de choses à l'intérieur des entreprises. Et là, Philippe Günther, directeur développement durable et de la RSE de BBI France, nous en parlera. Et la question à se poser, c'est finalement, est-ce que ça ne se passe pas un peu comme dans les familles? Est-ce que c'est... pas les enfants qui obligent les parents à bouger les lignes, à passer au vert? Et est-ce que dans les entreprises, ce n'est pas les collaborateurs qui obligent leur patron à changer d'attitude, à passer à un autre type de business? Alors, on le verra, et puis on va essayer de prendre de la hauteur. Et il y a une de mes invitées qui va nous emmener sur la Lune, dans l'espace. Hein. Elle s'appelle... Ça va, c'est pas trop lourd comme défi? Bon. Elle s'appelle Laurence Monnoyer-Smith. Elle est conseillère environnement et climat du PDG du CNES. Elle est aussi chercheuse en sciences de l'information et de la communication. Donc c'est une scientifique qui sait raconter des histoires. Donc ça c'est un des aspects du sujet. C'est-à-dire que pendant effectivement des années, moi je suis entrée à Ushuaïa en 2007. À cette époque-là, les chercheurs étaient encore, du GIEC notamment, étaient totalement inaudibles. Il a fallu qu'ils apprennent à raconter l'histoire, à changer de storytelling. Mais nous, il a fallu qu'on apprenne à les écouter. Voilà, donc c'est tout ce dont j'aimerais que l'on parle aujourd'hui. Mais peut-être un premier tour de table, peut-être... Vous-même, Laurence, vous êtes
Pour reprendre ce que disait, se plaît à dire beaucoup Nicolas Hulot, on ne naît pas écolo, on le devient. Vous êtes entré en écologie à quel moment et à la faveur de quelle expérience personnelle? C'est une jolie question. Moi, je suis rentrée en écologie à l'époque où j'étais professeure à l'Université de technologie de Compiègne et j'ai travaillé sur les dispositifs de participation citoyenne en matière environnementale. Et donc, j'ai fait beaucoup d'analyses de débat public sur les grandes infrastructures, les linéaires, le TGV Méditerranée, etc. Et donc, j'ai étudié les conflits, comment les conflits environnementaux, puisque c'était beaucoup autour de ça que ça tournait, dans les années 80, ont structuré la participation citoyenne sur les problématiques environnementales. Et donc, et c'est comme ça que je suis rentrée à la Commission nationale du débat public, ensuite, grâce à ces travaux de recherche, au Commissariat général au développement durable, au ministère de la transition écologique, pendant 4 ans où j'ai travaillé avec Ségolène Royal, Nicolas Hulot et au CNES après. Donc en fait, c'est vraiment un parcours de... moi, je suis vraiment une fille de la mobilisation citoyenne. J'étais obnubilée par cette question de la légitimité de la décision. Je trouvais que tout était illégitime et voilà, je travaillais sur les nouveaux processus décisionnels. Votre dernière manif, elle date de quand? Bah, je sais pas, en fait, c'est ma fille qui fait pour moi, hein, maintenant. Voilà. Tout. Le climat, les femmes, tout. Donc, c'est très bien. Philippe Günther, même question. Votre entrée en écologie. La BPI France est vraiment un maillon très important de la création de ce festival. Voilà, donc Philippe Günther représente cette organisation. Mais au-delà de ça, vous-même, Philippe, à quel moment vous êtes rendu compte qu'il fallait faire quelque chose? Je ne parlerai pas de l'entrée en écologie, parce que moi j'ai un parcours je suis un peu comme Yannick Noah. Certains l'ont connu joueur de tennis, d'autres l'ont connu chanteur, en fait. Tout dépend à quel moment vous arrêtez la photographie. Je ne dirais pas l'entrée en écologie. Moi, je dirais l'entrée, finalement, dans la transformation d'entreprise. On a vu que les entreprises changent. Donc, moi, j'ai eu dans mon parcours différentes fonctions qui ont permis de voir de quelle manière les entreprises mutaient. Et entre il y a 20 ans, il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a une manière finalement d'accompagner les entreprises qui n'est plus celle d'antan. Et c'est vraiment ça l'enjeu. Alors, que ce soit l'écologie, que ce soit l'économie, que ce soit la responsabilité sociétale, tous ces sujets ont tendance à se confondre en fait aujourd'hui. Et les dirigeants d'entreprise se trouvent devant un enjeu qui est de dire comment on écrit les prochaines pages. C'est ça le véritable enjeu et ce à quoi on va essayer de répondre. Magali, alors pour vous la présenter, il y a plein de manières, mais on a vécu un truc ensemble dans les derniers mois. On s'est retrouvés à Cannes, au dernier festival de Cannes, parce que Magali, elle fait partie des gens qui ont réussi un super coup. Qui était de permettre à des jeunes, notamment, hein, vraiment, enfin, ils ont l'âge de mes gosses, quoi, 20 ans, de monter les marches à Cannes et surtout qu'on les entende. C'est-à-dire que c'est un truc complètement fabuleux ce soir-là, c'est qu'ils étaient entre... excuse-moi, j'ai la tête vide, le film qui passait ce soir-là. Tu te souviens ? J'ai oublié. Non, c'était Ken Loach. Ken Loach, bravo. Ouais. Donc, il y avait juste Ken Loach, enfin tous ces gens en smoking, etc. Et à ce moment-là, le brouhaha s'arrête et on entend ce pourquoi ils sont venus. Ils sont venus pour parler de climat, pour faire, enfin plus que de climat, c'est-à-dire pour parler du monde dans lequel ils ont envie de vivre. Et on les a écoutés. Et ça, voilà, c'est fait partie des coups qu'elle réussit parce qu'elle connaît bien le monde du cinoche, de la production et du digital. Voilà. Je réponds à la même question que les autres ? Oui. Ok. Je crois qu'il y a eu plusieurs moments pour l'entrée en écologie, mais je crois que j'ai toujours été écolo dans le sens où ma mère m'a élevée dans l'amour de la nature et dans la proximité avec les animaux. Et puis j'étais enfant unique, alors c'est très candide de dire ça, mais enfin j'avais une relation très proche avec les animaux qui m'entouraient, et pas que les chiens et chats, pardon. Et après, j'ai eu un vrai déclic en 2008 au Festival du cinéma de Shanghai, où j'ai vu La 11e heure. C'est le documentaire de DiCaprio sur la mort des océans. Et en fait, c'est cette prise de conscience-là qui a éveillé en moi une terreur et une grande inquiétude. Et le point de retour n'a plus été possible. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ça n'a fait que grandir. Et
Et j'ai fini par quitter le groupe Canal+, où j'ai travaillé pendant 6 ans à cause de ça. Parce qu'à ce moment-là, j'hésitais carrément à arrêter les médias et le cinéma pour me dévouer à la cause environnementale. Et c'est Olivier Courson, qui était le patron de Studio Canal, qui m'a dit, au contraire, utilise les médias pour mettre à profit tout ce que tu as appris pour cette cause-là. Et donc, j'ai quitté Canal+, pour, avec lui, fonder un studio à impact. Voilà. Agnès, comment ça s'est passé pour vous? Moi, j'aimerais aussi que vous commenciez peut-être par nous raconter ce qui s'est passé lorsque vous avez, j'imagine, soit reçu le coup de fil, soit le texto, parce que je sais qu'il y a plein de moyens de contacter les bénévoles de la Convention. Où vous en étiez à ce moment-là de votre vie? Est-ce que vous étiez déjà engagé, ou est-ce que c'est la Convention qui a fait de vous une actrice de la lutte contre le réchauffement climatique? J'étais un petit peu engagée. Il faut, ouais. De par mes collègues, mes amis qui m'en parlaient. Après, je suis vraiment tombée dedans quand la convention a commencé. Il y a plein de choses que je ne savais pas, je ne m'étais pas renseignée plus que ça. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a vraiment eu un vent. Et après convention, ma vie a complètement changé. Après, j'étais dans le bus quand on m'a appelée. Et du coup... je trouvais ça super important, donc j'ai voulu répondre au sondage dans le bus parce que j'avais peur qu'ils ne me rappellent pas. Et ils ont mis très longtemps à me recontacter. Du coup, j'ai cru que c'était une arnaque, une blague et que je n'en entendrais plus parler. Et j'ai été recontactée, oui, je pense, au moins un mois après pour valider ma sélection, en fait. Et dans la vie, vous faites quoi? Enfin, gestionnaire de paye. Et vous vivez où? En banlieue parisienne, dans un appart, dans un immeuble, une cité, quoi. Comment, juste pour que ceux qui sont... Ah, vous êtes de plus en plus nombreux, ça c'est cool. Comment ça marche le fonctionnement? C'est-à-dire que pendant 6 mois, c'est ça, à raison d'un week-end ou 2 week-ends par mois, me semble-t-il, hein, vous vous réunissez tous ensemble dans l'enceinte du CESE ou par groupe dédié, hein, se nourrir, c'est ça? Vous pouvez nous expliquer un petit peu le mode de fonctionnement et ce à quoi vous voulez arriver finalement? Donc ça commence le vendredi 14h en général. On se retrouve à 150 dans l'hémicycle du CESE au Palais Iéna. Et on est immergé jusqu'au dimanche 16h en général, où on ressort la tête comme ça. Et du coup, il y a des sessions effectivement en groupe thématique. Donc il y a 5 thèmes. Moi, je fais partie du groupe Consommer. Dans ces petits groupes, on fait également des sous-groupes sur des mesures sur lesquelles on a plus envie de travailler. Et on a des sessions en hémicycle à 150 aussi, au moins 1 ou 2 fois par jour pendant ces week-ends. Et effectivement, c'est 1 à 2 fois par mois jusqu'à début avril maintenant. Ça a été prolongé. Avec comme mission, est-ce qu'il y a une feuille de route? Est-ce que oui. La mission, c'est de trouver des solutions pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40%, voire un petit peu plus jusqu'en 2030. C'est ça, hein. Rien que ça. Magali Payen, comment vous percevez-vous cette feuille de route qui sont données à des citoyens bénévoles? Ça peut paraître complètement hallucinant qu'on leur demande de réussir ce que de COP en COP, on n'a pas réussi à faire ou mal, si on en juge par ce qui s'est passé lors de la dernière conférence du climat. Comment vous percevez cette convention? Je pense que c'est déjà super important d'un point de vue démocratique, en fait, de revitaliser la démocratie. Et ce qu'on a vu avec la crise des Gilets jaunes, ça démontre aussi cet énorme souci qu'en dehors des moments où on vote, en fait, cet exercice-là n'est plus exercé. Et donc, à ce niveau-là, je pense que c'est déjà une victoire d'avoir pu mettre en place ce processus et déjà d'en constater un succès. Un succès dans le sens où les 150 citoyens ont pour la grande majorité répondu présent. La grande majorité continue à venir session après session. Il y a un engagement formidable
qui a ému énormément de personnes qui suivent la Convention. Et il y a beaucoup de gens qui se disaient ces citoyens sont tirés au sort, ils n'ont aucune légitimité pour aborder ces sujets-là. Et en fait, ce qu'on a pu constater quand même, c'est qu'il y a une formation fulgurante, c'est-à-dire qu'ils se sont formés à toute vitesse. C'était super émouvant et impressionnant. Et ils se sont formés de leur côté, mais aussi avec tous les experts qu'ils ont demandé à auditionner. Donc, ils ont fait la liste de tous ces experts. Et en fait, ces citoyens-là viennent de milieux très différents, de zones géographiques très différentes. C'est-à-dire qu'ils ont été choisis selon les critères des instituts de sondage pour représenter quelque part une mini-France à 150. Et ça n'arrive jamais de mettre des gens aussi différents dans une même salle. Ça n'arrive jamais. Et en fait, ça crée du consensus. C'est-à-dire qu'en rentrant dans le fond des problèmes ensemble, mais tu en parleras mieux que moi, en fait, il y a des consensus qui apparaissent parce que justement, ils prennent le temps d'aller au fond des choses. Donc, tout ça est extraordinaire et la Convention est déjà en train de faire des petits dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'elle inspire beaucoup d'autres pays. Elle inspire aussi au niveau territorial, donc tant mieux. Et après, en ce qui concerne les mesures qui vont en sortir, il y a déjà des corpus de solutions qui existent depuis longtemps. La difficulté, c'est de les faire connaître à la population, de les faire connaître aux politiques et qu'il y ait des accords qui naissent entre les différentes corporations de la population, donc les citoyens, les politiques, les entreprises. Et en fait, là, c'est la prouesse qui est en train d'advenir grâce à cette convention. Alors, vous, Laurence Monnoyer-Spies, hein, qui côtoyait et qui côtoyait toujours les cercles du pouvoir, les milieux politiques aussi. Pour qu'on en arrive là, il a fallu la crise des Gilets jaunes. Il a fallu qu'effectivement, il y ait cette espèce de frontière qui était totalement injustifiée entre ces gens qui dénonçaient effectivement l'injustice sociale liée à la taxe carbone et le fait qu'ils soient associés à des gens qui n'étaient pas écolos du tout, ce qui est évidemment, aujourd'hui, on le sait, complètement faux. Mais est-ce qu'en voyant ce qui se passe dans le sein du CESE, est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, une forme de manière de dénoncer l'impuissance des politiques face à une cause qui est finalement supérieure, qui nous dépasse tous au-delà des clivages? Ou est-ce que vous pensez que chacun a encore un rôle vraiment précis à jouer et qu'il n'y a pas les citoyens d'un côté, les politiques de l'autre, les entreprises enfin Non, parce que, alors, moi, je suis une de celles qui a beaucoup travaillé et mis en place des processus participatifs en France, qui a travaillé sur la loi, les ordonnances sur la participation citoyenne, qui ont renforcé les pouvoirs du citoyen, et en particulier les entreprises le savent bien, sur des projets plus locaux d'infrastructure. Et en fait, ce que représente la Convention citoyenne, c'est une forme de démocratie délibérative. C'est-à-dire qu'elle n'est pas... On ne peut pas opposer la démocratie délibérative... le principe de la démocratie délibérative, c'est pas d'opposer le grand public avec le politique, c'est d'inventer une autre forme d'articulation. Donc ça n'est pas l'échec du politique, c'est simplement comment est-ce qu'on fait que sur des enjeux qui sont aussi essentiels, on est en train de parler des plus gros enjeux que l'humanité a jamais connus. D'accord, c'est pas, on n'est pas en train de parler même d'une guerre, on est en train de parler de quelque chose de fondamental pour l'histoire de l'humanité. Même si Nicolas Hulot a employé le terme de guerre. Hein, oui, non, mais on peut faire des tas de métaphores. Dans le sein du CESE, je me souviens de cette phrase. Absolument, lors de son topo. Mais donc sur des enjeux aussi fondamentaux, on doit imaginer des formes de transition qui sont extrêmement violentes. On doit changer de paradigme, on doit changer d'habitude, on doit changer de modèle économique, on doit on doit faire des efforts absolument considérables. Il y a des coûts de transaction à faire qui sont extrêmement importants. Ceci ne peut pas se faire selon les modalités traditionnelles de prise de décision. Et ça ne peut pas marcher parce que ça suppose un engagement tel de la part des uns et des autres qu'il faut qu'on passe par des formes de délibération. Donc la Convention citoyenne, c'est quelque chose qu'on avait imaginé au moment des Gilets jaunes en décembre 2018. Et en fait, on avait commencé à réfléchir à ça. C'est même les thématiques, on les avait déjà conçues à ce moment-là. Et on s'était dit, au ministère de la Transition écologique, on s'était dit, il faut qu'on organise un débat de cet ordre-là, sauf que ça te prend un temps fou de préparation, parce que c'est une logistique très importante. Il faut sélectionner les gens, il faut les appeler, etc.
Et donc, pendant que le grand débat bricolé était en train de se faire, celui qui s'est lu en janvier, etc., on était en train de réfléchir à ce grand débat-là. Il y avait eu, bien sûr, il y en a eu d'autres par le monde qui sont très connus. Il y en a eu en Islande, il y a eu au Canada, etc. Et on s'est inspiré. Il y a 30 ans de recherche sur la participation citoyenne et on s'est inspiré de ça. Les gens qui ont conçu, les cabinets et les chercheurs qui ont conçu la Convention citoyenne sont vraiment des spécialistes qui ont regardé tous les dispositifs possibles et imaginables pour essayer de porter ça. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout la faillite du politique. C'est vraiment comment on imagine un nouveau rôle pour les politiques. Ce qui est compliqué, c'est pour les politiques de comprendre que leur rôle doit être de s'articuler à ça. Ça, c'est sûr. La démocratie, c'est super bien, mais en fait, ça emmerde tout le monde. Hein. Il faut quand même le savoir, et en particulier les administrations, parce que ça suppose un pas de temps qui n'est pas celui de l'urgence politique dans laquelle on est en gain rapide. Parce que c'est très long, en fait, ce processus-là pour un politique. Hein. Il a été recalé encore, parce qu'on avait dit que ça devait finir en février. Maintenant, c'est avril. Le temps que les propositions passent, etc., ça va encore prendre du temps. Donc, à mon avis, c'est surtout cette nouvelle articulation qui est rendue nécessaire par la nature même du sujet, qui est celui de la transition écologique. Alors Agnès, vous nous direz si vous vous sentez écouté par les politiques qui sont venus. Je voudrais donner la parole à Philippe Günther. Est-ce qu'il de la même façon que le politique est obligé d'inventer de nouveaux moyens de construire ou de faire des propositions, est-ce que ça, vous l'avez constaté en entreprise également, cette nécessité d'inventer? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Alors, BPI France a cette chance incroyable, c'est d'être au contact du tissu de tous les entrepreneurs et qui représentent bien l'entreprise française. En nombre, 98% du nombre des entreprises, ce sont des très petites entreprises. Donc on est connecté aux startups, aux TPE, aux PME, aux ETI et aussi aux grandes. Donc on les voit toutes. Ce que l'on constate, c'est que toutes ces entreprises, en fait, sont très innovantes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit des choses exceptionnelles et ce ne sont pas fatalement les grosses qui embarquent finalement l'écosystème. On voit des choses exceptionnelles dans des porteurs de projets, dans des startups, et chacun à son niveau. Par exemple, un exemple, il y en a plein, je sais. Par exemple, je citerai personne, mais il y avait un patron d'entreprise que j'ai croisé tout à l'heure qui était là, sans citer sa marque, il a d'ailleurs un atelier qui est ici, qui fabrique des jeans écolos. Chaque jean, c'est 4 à 5 bouteilles de plastique recyclées. Moi, je le cite, il s'appelle Green Lion. Bon, je ne vais pas faire de Zacharia, pub pour il est là-bas, et effectivement, c'est un habitué des festivals, il était au Festival Atmosphère il y a quelques mois. Effectivement, c'est un sacré bonhomme. Donc, allez voir ce qu'il fait, c'est super. Alors, si vous m'embarquez sur ce sujet, on n'a pas fini, parce que je pourrais vous parler d'Isaït avec Isabelle Machola, je pourrais vous parler de Wulfrand Richoufs avec Pan-Africa Shoes, etc. Ouais. Donc, la liste est très longue, et à chaque fois, on a cette chance, mais vraiment extraordinaire, c'est que nous, on fait des jurons comme des billes, et pourtant, on réalise 80 000 opérations par an, directes et indirectes. Donc ça, c'est un sujet. Le second sujet, qui est totalement lié, c'est que l'entreprise, elle n'est pas hors sol, elle n'est pas déconnectée. Quand on parle de l'entreprise, ce sont des femmes et des hommes qui se réunissent, qui ont un projet d'innovation, qui veulent être indépendants, mais qui veulent surtout et avant tout donner du sens à leur vie. Et donc ça, c'est vraiment central. Ce sont des gens qui sont... et là, on attaque un sujet qui est quand même très important. C'est l'engagement des femmes et des hommes dans les entreprises. Alors, pas que les entreprises, mais je dirais dans tous les écosystèmes, ce peut être des associations, ce peut être des professions libérales, etc. C'est le niveau d'engagement et le niveau de bien-être. Et donc moi, c'est pour ça que je ne parlerai pas d'écolo, c'est-à-dire que les femmes et les hommes aujourd'hui ont pris conscience, alors qu'il s'agisse d'entreprises ou pas, qu'il y a des enjeux, vous l'avez rappelé. Ces enjeux sont juste exceptionnels, vous l'avez rappelé. Ça signifie qu'on n'est pas certain de gagner le match, concrètement, parce que la barre, elle est très très haute. Mais ça veut dire que chacun se sent investi quelque part d'une mission et a envie de faire quelque chose. Et la frontière entre... C'est pour ça que j'aime pas, moi, mettre des frontières, parce qu'il y a de moins en moins de frontières. Il y a 10 ans, en matière de RH, on disait l'entreprise a telle mission, mais attention, il ne faut pas aller sur la vie privée des gens. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fondu. Ça signifie que quelqu'un qui rentre dans une entreprise ne change pas diamétralement quand elle pousse la porte de l'entreprise et inversement quand la personne sort. Les sujets environnementaux, vous en parlez avec vos amis, avec votre famille.
la façon dont vous prenez votre véhicule, la façon dont vous allez prendre l'avion, vos voyages, ce que vous mangez, etc. Et quand vous rentrez dans l'entreprise, eh ben, vous en parlez de la même manière. Donc ces sujets, c'est une espèce de continuum. Et ça ne s'arrête pas, j'irais, sur le pas de l'entreprise. Donc il faut, je pense, arrêter effectivement de mettre des frontières là où il y en a de moins en moins. On est quand même dans la vraie vie. Hein. Donc, est-ce que ce sont là ? Et alors, ce qui est vraiment essentiel, c'est l'engagement. Alors, moi, je la cite toujours, et à chaque fois parce que c'est central, c'est le fameux rapport Gallup, qui mesure le niveau d'engagement des salariés, donc qui mesure le niveau d'engagement, non-engagement, désengagement. C'est le drame absolu. La France est au bas du tableau. Alors on peut contester les modes, les critères, les trucs, mais n'empêche que, à la fin des fins, ça donne quand même la tendance. Donc en fait, on est quasiment les derniers du tableau de l'Europe de l'Ouest, en France. Hein, et savez-vous combien il y a de salariés engagés en France ? C'est-à-dire des gens qui se sentent investis et qui épousent totalement les valeurs de leur entreprise. 9%. 9% de salariés engagés, toute entreprise confondue. Enfin 6%, pardon, et on était à 9% en 2015. On a perdu 3 points en 3 ans. Mais c'est quoi l'engagement ? Selon quels critères il est mis au point ? L'engagement, il est très simple. D'ailleurs, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Parce qu'on ne fait pas forcément savoir tout le temps. C'est la question du recrutement. Ouais. Il y a 10 ans, 20 ans, quand des personnes voulaient intégrer une entreprise, des femmes et des hommes, il fallait être convaincu. Et l'entrepreneur disait, je vous recrute, je vous embauche, avec un air magnanime et un peu, parfois avec une teinte d'arrogance. Aujourd'hui, c'est terminé. Les employeurs font la danse du ventre, vous me pardonnerez l'expression, pour séduire les bons collaborateurs qui vont rentrer chez eux et essayer de les fidéliser, c'est encore un autre sujet. Donc le rapport de force est un peu inversé quand même. Et puis l'engagement, c'est que si vous avez un salarié qui rentre dans une entreprise, donc l'employeur va lui dire, voilà, moi je vous promets ceci, cela, etc. Et ça, c'est très important. Ces premiers mots sont fondamentaux. Parce que si 6 mois après ou 4 mois après, ça ne se passe pas de cette manière-là, le salarié dira, excusez-moi, mais vous m'avez menti. Ce n'est pas en ligne avec ce que vous m'avez dit, et ce n'est pas en ligne avec mes valeurs. Donc je m'en vais. Donc surprise. Et ça, c'est un élément nouveau. Donc c'est ça l'engagement. C'est se sentir aligné avec ses propres valeurs dans l'entreprise et se sentir fier d'appartenir à un écosystème de femmes et d'hommes qui font des choses, des services ou industries, etc., pour le bien commun. Agnès, est-ce que vous avez le sentiment, depuis que vous avez commencé ce travail au sein de la Convention citoyenne, que ça a eu un effet sur votre milieu professionnel, au sein de votre propre entreprise ? Alors pour le coup, oui, complètement. Moi, dans mon entreprise, il ne se passait rien du tout au niveau du recyclage, par exemple. Et du coup, depuis 2 semaines, on a fait appel à une société externe qui vient toutes les 2 semaines récolter, trier et recycler tous nos déchets. Et ça, c'est vous qui avez... Ouais. Mais comment vous y êtes pris ? Vous êtes allé voir votre boss ? Comment ça s'est passé ? J'en ai parlé un petit peu à tout le monde dans l'entreprise de la Convention citoyenne, parce qu'un petit peu comme partout, ils n'en avaient pas entendu parler. Et je leur ai expliqué. Il y a vraiment un déficit, effectivement, de communication autour de cette convention, ça c'est clair, oui. Et voilà, et en en parlant à ma DRH, aux gens au-dessus, etc., ça s'est su. Et puis je pense qu'elle m'a donné l'opportunité de proposer quelque chose qui allait dans le sens de la transition écologique. Et ils ont accepté de suivre le projet. Et du coup, on a plusieurs établissements dans mon entreprise, et du coup on fait déjà le recyclage sur 2 établissements. Il y en a un 3e qui va bientôt arriver, et puis voilà, petit à petit, je suis très contente de... Vous devez être super fière. Ouais. Magali Payen, vous qui observez le déroulement de ces travaux, est-ce que vous avez le sentiment que les bénévoles de la Convention sont écoutés par les politiques qui ont circulé dans l'hémicycle ou même à l'extérieur ? Est-ce que vous sentez quelque chose qui bouge vraiment ? Je pense qu'au début, c'était très discret et c'était à peine audible dans les médias. En fait, le plus difficile, c'est de médiatiser au maximum cette convention pour embarquer le reste de la population. Parce que au moment où il va y avoir des mesures de loi, règlements et référendums qui vont sortir, il faut que la population ait grandi en même temps que les 150 citoyens. Donc en fait, ça c'est vraiment le principal enjeu, c'est que tout ce qui se passe là dans les murs du CESE, qui est vraiment passionnant, en fait, les Français en aient connaissance
et se posent ces mêmes questions. Les questions qu'on pose, c'est dans quelle société on va vivre demain. C'est comment on se loge, comment on se nourrit, comment on consomme, comment on travaille, comment on se déplace. Donc c'est des questions qui concernent absolument tout le monde et ça va nécessiter de l'adhésion parce qu'il y a des mesures quand même assez radicales qui vont en ressortir et ça j'étais très contente parce que c'est France Info qui a sorti un article, un consensus pas si mou. Effectivement, les propositions des citoyens sont quand même assez audacieuses. Et derrière, il va falloir expliquer pourquoi ces mesures-là. Et juste une mesure, par exemple, qui est en train d'émerger dans votre groupe, que vous trouvez particulièrement culottée, audacieuse. Je ne sais pas si on a le droit d'en discuter. C'est pas voté. Ah ok, c'est pas voté par les 150, mais par exemple l'idée d'interdire tout simplement la publicité qui ne serait pas éco-responsable, sous toutes ses formes. Okay. Et ce type de mesure, objectivement, on peut imaginer que ça marche, que ça passe Je vous sens assez dubitative, Laurence. Non, pas du tout. Ah bon non, pas du tout, au contraire. Il ne faut pas me la décourager, elle est trop bien non, là. Pas du tout. Je pense qu'au contraire, il y a les mesures assez fortes qui, par la légitimité du processus, peuvent tout à fait sortir. Enfin, honnêtement, c'est décoiffant comme ça, mais c'est pas non plus... moi, je trouve qu'une mesure... là où je me dirais que ce serait quand même un peu compliqué, si on refixe la trajectoire du carbone en se disant, on est à 250 € la tonne en 2025. Quoi. Ça, par contre, je trouve que ça serait compliqué. Quoi. Mais la publicité, c'est assez radical. Ça va faire râler. Je peux vous dire qu'au sein du groupe TF1, c'est quand même un sujet qui fait débat. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Oui, mais c'est pas d'appuyer sur le bouton. Non, je suis d'accord, mais c'est pas inenvisageable, au contraire. Il y a des choses plus compliquées, plus complexes, je veux dire, techniquement. Okay. De quelle façon vous y êtes pris, Magali, pour vous et les organisations, les collectifs que vous représentez sur le digital, sur les réseaux sociaux? Comment vous y prenez pour que la caisse de résonance de tout ce qui se passe à l'heure actuelle au sein du CESE, et pas seulement en termes de mobilisation citoyenne, soit plus entendu et de manière plus radicale? Alors, c'est un process. Déjà, on est content qu'il y ait eu 3 mois de plus parce que ça devait se terminer fin janvier. Donc là, ça a été décalé au 3-4 avril pour la remise des propositions. C'est une très bonne chose pour les citoyens qui ont le temps de mieux travailler leurs mesures et aussi côté médiatisation pour faire monter la sauce. Là, ça commence enfin à prendre de manière plus large dans les médias, c'est-à-dire qu'on en parle enfin au JT, on y accorde du temps. Moi, de mon côté, je m'occupe d'un tout petit morceau de ça, mais j'essaye évidemment de mobiliser des youtubeurs, ce qui n'est pas évident, parce que c'est un sujet à la base politique, et en fait, c'est la même chose chez les youtubeurs que dans le reste de la population. Au départ, ils croient que ça vient de Macron, alors que non, ça ne vient pas de Macron, ça vient des citoyens. Donc il y a quand même des croyances à désamorcer au tout début, donc il y a énormément de méfiance. Donc voilà, donc je fais ce travail avec eux de leur expliquer ce qu'est cette convention et la puissance que ça peut faire rayonner et ce sur quoi ça peut déboucher. Donc il y a ça. Et là, on vient de conclure un partenariat avec la Fondation JR pour prendre les citoyens en photo et les afficher à Paris et dans plusieurs autres villes de France, justement pour les faire sortir du mur et attirer l'attention sur ces processus. Ça, c'est... Philippe Günther, est-ce que ce type de démarche, finalement, d'initiative, de faire sortir les citoyens engagés du monde de l'entreprise pour faire savoir qu'au-delà du boulot qu'ils font tous les jours pour gagner leur vie, ils ont cette action-là pour le bien commun, est-ce que ça ne pourrait pas être une piste aussi, finalement, dans les entreprises, de se servir de nos outils? Alors, ça existe déjà. C'est pour ça que je voulais rebondir sur... vous avez lâché le mot pub. Moi, il y a quelques entrepreneurs que j'ai rencontrés qui ont déjà mis au point des systèmes, par exemple pour la pub. C'est ce que je qualifierais l'économie frugale. Faire mieux avec moins. Vous savez, c'est le truc qui a été lancé par Navi Raju il y a déjà un paquet de temps.
Et il y a des tas d'entrepreneurs qui, aujourd'hui, travaillent dans cette veine-là. Faire mieux avec moins. Pour la pub, alors on va lâcher le mot, c'est d'être utile. Ça ne sert à rien d'afficher des tas de trucs juste pour regarder, autant que ça serve à quelque chose. Donc il y en a qui ont, avec des codes barres, etc., permettent de flasher et de reverser de l'argent, ensuite, sur une partie à des associations, ce genre de choses. Je trouve ça extrêmement intéressant. C'est-à-dire, le geste, finalement, qui ne sert à rien, quelle est son utilité, finalement? En revanche, à partir du moment, la pub c'est intéressant, parce qu'on apprend des choses, mais à condition que ce soit utile et qu'économiquement ça puisse servir aussi à d'autres causes. Donc ça c'est un sujet. Puis un deuxième sujet, nous, qu'on a lancé, je vais prendre un exemple, parce que c'est un patron de start-up qui a lancé ça. Bah, allez, je le cite, allons-y, je vais lui faire de la pub, c'est Écofrugal. Voilà, Philippe Lévesque. Et d'ailleurs, Catherine Puiseux connaît bien le sujet, puisqu'on l'a partagé. Donc Écofrugal, on l'a mis en place chez BPI France, il y a à peu près une petite année, et on a à peu près déjà 200 salariés qui se regroupent en dehors des heures de travail, avec une méthodologie, pour parler de sujets extrêmement concrets, à la fois sur l'entreprise, mais dans leur vie courante. Donc on coche toutes les cases, si je puis dire. C'est plaisir de se rencontrer. Donc des gens qui ne se rencontraient pas de directions différentes se mettent autour de la table, et donc ça crée du lien. C'est toujours utile dans une entreprise, et surtout où il y a un peu de monde, que les gens se regardent avec un œil sympa et envie, et donc ça assouplit les relations. Et puis des sujets qui remontent, qui sont extrêmement intéressants, super concrets, sur les boîtes mail, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer, aussi du tri sélectif, etc. Changer parfois des machines à café avec du marc qu'on peut réutiliser, on en parlait aussi, mais des choses extrêmement concrètes. Et ça, c'est un mouvement qui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est les enfants dans les familles qui poussent. Alors, moi, je ne dirais pas que systématiquement, c'est les salariés qui poussent, mais en revanche, il y a deux choses chez les salariés. Il faut, comme on dit dans les grandes maisons, supprimer les irritants. C'est-à-dire que quand les gens ne sont pas contents, ça ne marche pas bien. Donc, il faut essayer de gommer ce qui irrite. Voilà. Donc, ça, c'est des mesures très concrètes. Ce n'est pas du blabla. Ça veut dire qu'il faut de l'action. C'est agir. Donc, voilà. Il faut montrer que les dirigeants d'entreprise doivent agir et faire des choses concrètes qui soient visibles. Parce qu'on a aussi parfois des difficultés. Des choses sont faites mais ne sont pas visibles. Et quand ce n'est pas visible, je pense que ce n'est pas fait. Donc, vous voyez, c'est aussi un peu compliqué dans les coins. Donc, il faut, je pense, avoir cet état d'esprit d'alerte pour appliquer soi-même un certain nombre de sujets, les faire connaître, et puis être les ambassadeurs de ce genre de choses. Et là, on peut soulever un peu des montagnes derrière. Vous voyez, Écofrugal, 200 salariés déjà, c'est pas mal. Nous, on est une ETI bancaire, on est 2700 personnes au total. Donc on n'est pas une multinationale, mais c'est déjà formidable. Et c'est un mouvement qui prospère en région et partout. Donc ça, je trouve ça formidable. Alors, j'aimerais qu'on consacre peut-être la deuxième partie de cette table ronde au storytelling. Quelle histoire cette mobilisation citoyenne pour le climat doit raconter. Là, on a évoqué à travers vos différentes expériences beaucoup de petits pas, mais beaucoup de petits pas. Enfin, c'est vraiment le colibri. Mais est-ce qu'il est encore temps d'en rester là? Est-ce qu'il ne faut pas un discours beaucoup plus radical? Et ça, c'est le chemin qu'a pris Greta Thunberg, par exemple. Tant le temps presse, et tant la fin de notre monde, de ce monde-là, est déjà programmée. Magali, qu'est-ce que vous en pensez, vous, ça? Déjà, je suis contente parce qu'il y a un an, c'était difficile de dire que la cause, quand même, c'était en partie le système économique et le capitalisme tel qu'on le connaît. Là, c'est plus du tout un sujet tabou. Donc, les choses changent à toute vitesse, mais je pense que pour changer dans le bon sens, il y a nécessité de se fixer un cap collectif. Et c'était aussi l'objet de notre tribune à Cannes avec Cyril Dion, qui s'appelait « Résister et créer ». En fait, c'était un appel aux acteurs du monde culturel d'inventer le monde de demain avec les experts afin de pouvoir le faire advenir. C'est-à-dire qu'il faut d'abord l'imaginer pour pouvoir le créer. Et aujourd'hui, il y a un processus de deuil à faire du monde tel qu'on le connaît, qui n'est pas évident. Tout le monde n'en a pas encore conscience. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Enfin, c'est quand même douloureux, ce processus de deuil. Donc il faut du courage, mais je pense que c'est beaucoup plus facile de le faire si on sait où on va. Et aujourd'hui, je crois qu'on ne sait pas encore où on va et que c'est ça la grande difficulté. Donc pour moi, c'est vraiment l'enjeu
des semaines et des mois à venir, c'est vraiment ce travail collectif qui se passe notamment dans la Convention citoyenne, mais qu'on doit faire déborder de créer du consensus entre les experts, entre des experts multidisciplinaires, entre les citoyens, et ensuite se retrousser les manches et y aller. Et pour ça, on a effectivement besoin d'embarquer et les politiques et les entreprises. Mais il faut le rendre visible. Donc il y a un rôle des médias et de la culture très très important à ce niveau-là. L'affaire du siècle est un exemple aussi. Alors, l'affaire du siècle, c'est un acte préparatoire pour moi. C'est-à-dire qu'on l'a lancé. Donc il y a le procès qui est en cours contre l'État. Il y a cette notion de réempouvoirer, donc je suis désolée de ce mot, mais de réempouvoirer les citoyens. Et de rappeler que l'État a des responsabilités et que le corps juridique aussi. Et qu'en fait, les magistrats sont indépendants dans l'exercice de leur pouvoir. Donc l'affaire du siècle, le procès continue, et c'est quand même aussi un peu grâce à ça que Mathilde Dimer, qui a lancé les Gilets citoyens, et Cyril Dion ont pu négocier la Convention citoyenne. Et ça a d'autres conséquences comme ça, qui sont des conséquences collatérales en parallèle du procès, qui de toute façon poursuit son cours, et on espère qu'il va en sortir les meilleures choses possibles. Mais un procès, ça reste quand même long par rapport aux actes qu'on doit agir tout de suite. Et aux Pays-Bas, là, donc c'est ce qui a inspiré Marie Toussaint au tout départ. C'est Marie Toussaint qui a créé Notre Affaire à tous et qui a eu l'idée de lancer l'affaire du siècle en 2015, quand les Pays-Bas l'ont fait dans leur pays. Et en fait, les Pays-Bas, l'issue a été positive parce que pendant le procès, le gouvernement a adopté des mesures pour le climat les plus ambitieuses au monde. Et là, le procès a été gagné il y a quelques semaines. Est-ce que, Agnès, en tant que citoyenne, en tant que femme, est-ce que vous avez le sentiment que cette convention a contribué à vous radicaliser? Est-ce que vous êtes, par rapport à ces enjeux-là, devenu quelqu'un de plus radical, de sans concession, ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, il faut agir pour ne pas brusquer par un certain nombre de petits pas, comme celui que vous évoquiez tout à l'heure avec le recyclage au sein de votre entreprise? Comment vous vous sentez, vous? Est-ce que vous seriez prête à rejoindre les rangs de Greta Thunberg et à multiplier les manifestations dans la rue, etc. Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez continuer à agir à votre échelle, dans l'ombre? Comment vous allez faire? La suite, c'est quoi pour vous? J'en ai aucune idée, en fait. Mais c'est vrai que du coup, je ne peux pas mettre ça de côté. Maintenant, ça fait partie de ma vie, de moi, de mon quotidien, de la vie de mes filles aussi. Et j'en ai aucune idée, mais en tout cas, je sais que je vais continuer à travailler pour l'écologie, et je sais pas, en fait. Alors, parmi vos collègues, on va dire maintenant, d'autres bénévoles, on en a suivi un certain nombre, nous, à Ushuaïa TV, à l'occasion d'une enquête. Je sais qu'il y en a dans la salle. Vous, on ne vous a pas suivi, mais vous faites partie des bénévoles, monsieur. Et Guy Kulitza, pour ne pas le citer, disait: il y aura pour moi un avant et un après convention. C'est-à-dire que je ne vivrai plus pareil. Mon épouse et moi, nous ne vivrons plus pareil. Et ça réveille chez lui son passé. Il a un passé de syndicaliste aussi. Et ça réveille finalement. Et ça donne finalement un sens à ma retraite. Vraiment. Est-ce que vous pensez que ça pourrait déboucher sur... et vous et les gens qui vous côtoient, est-ce que... Oui, je pense que de toute façon, ça touche tout mon entourage, et il ne se passe pas une journée sans qu'on soit tous les 150 en contact pour réfléchir à des idées, comment les améliorer, etc. Donc ça fait partie de notre vie, de notre quotidien, et je ne pense pas que ça va s'arrêter du jour au lendemain quand on aura rendu nos mesures le 5 avril et qu'on retourne à notre vie d'avant convention comme ça. Est-ce que vous voulez venir témoigner, monsieur? Je sais que vous étiez... pour aider votre... parce que vous avez peut-être une autre expérience. Alors, en fait, l'idée, c'est d'aller... Non, l'idée, c'est de parler à ce micro-là. Vous allez être debout, c'est encore plus flippant, mais c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà, juste, comme ça, vous pouvez vous retourner, vous parler aux autres et dire d'où vous venez, comment vous êtes retrouvés là. Alors, moi, je m'appelle Sylvain, je suis dans le groupe Produire et Travailler, parce que les gens se définissent un peu comme ça.
Le terme de bénévole est peut-être pas tout à fait le terme qu'on utilise. Voilà. Au départ, je sais pas. Ça a évolué alors. Au début, c'est ce qu'on dit. Alors, comment faut-il vous appeler ? Nous, on fait partie des 150. Au début, les gens nous disaient alors les citoyens, vous êtes des citoyens, mais les gens d'en face, c'était aussi des citoyens. Donc maintenant, potentiellement, on a une définition de 150. Alors, moi, je suis numéro 66. Voilà. Les gens on vous appelle les 150, c'est ça ? Nous, on s'appelle comme ça, mais parce que techniquement, on n'a pas non plus on est dans un vide, une espèce de vide technique au niveau des institutions. Donc vous êtes quel numéro, vous ? 66. 66, ok. Et donc, est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça a radicalisé dans votre vie par rapport à ces enjeux-là ? Les horaires, déjà. C'est-à-dire que ça demande une implication. Alors, en ce moment, je fais partie du comité de gouvernance pendant 1 mois, donc qui impose un rythme encore plus soutenu en termes de... Comme disait Agnès, on a des messages tous les jours, il y a des webinaires, il y a des tonnes de docs à appréhender au comité de gouvernance. Donc là, on fait en plus des groupes... sur la communication, il y a des sous-groupes de méthodologie, il y a le comité de gouvernance avec 25 personnes assez calibrées qui discutent pendant 5 heures de suite sur des sujets de comment est-ce qu'on avance une convention citoyenne pour arriver à faire émerger des mesures. Et voilà, donc ça pour l'instant, il n'y a pas de côté radical, mais en tout cas, il y a du travail d'abattu, c'est assez impressionnant. Et vous avez le sentiment d'être écouté, entendu par les experts, les politiques qui viennent au sein du CESE ? Autrement, ils ne viendraient pas, oui. On a eu la visite du Premier ministre, on a eu la visite, il y a différents types, mais ce qui se fait quand même de plus gros, on a eu le Président de la République et le Premier ministre qui sont venus nous voir, donc c'est qu'ils valident potentiellement ce qui est en train de se passer. On n'est pas persuadé qu'on nous claque la porte au nez au mois d'avril quand on va remettre des mesures. Laurence, j'avais dit que vous nous emmèneriez dans les étoiles, et c'est un peu sur cette manière dont l'histoire doit être racontée que j'aimerais terminer. Il y a énormément de manifestations, d'événements qui sont dédiés à ces enjeux-là depuis quelques 2 ans, 3 ans maintenant. Et régulièrement, il y a des témoignages d'astronautes qui viennent nous expliquer à quel point le fait d'avoir eu la chance d'approcher, de voir la Terre de l'extérieur avait transformé effectivement leur propre engagement environnemental. Est-ce que vous pouvez nous évoquer ça ? Je crois même que ça a un nom. Oui, tout à fait. C'est une très belle histoire. La première image que nous avons de la planète, vue de l'espace, c'est très récent. C'est 1968. Vous imaginez que jusqu'en 1968, aucun être humain n'avait vu la Terre depuis l'espace. C'est quand même, ça nous paraît un peu dingue aujourd'hui parce que ce sont des images dont on est familier. Et donc, c'est une mission d'Apollo 8. C'était un astronaute donc qui s'appelait Andrew Sanders qui a pris Bill Sanders pardon, qui a pris cette photo. Elle est devenue très très célèbre. On la voit, c'est un clair de terre en fait, pris depuis entre la Terre et la Lune. Et cette photo, elle a marqué les esprits. Elle a marqué la conscience écologique de façon très importante. Elle a été portée par ces astronautes dans l'espace public comme étant une expérience absolument fondatrice pour l'ensemble de ce petit club. Ils sont 500 à peu près, avoir eu la chance de quitter la Terre pour aller dans l'espace. On appelle ça l'overview effect. C'est cette sensation d'intense émotion que l'on a en voyant la Terre, sa fragilité, sa petite taille et cette espèce de puits de lumière dans un grand vide sidéral qui provoque chez les astronautes une espèce de prise de conscience. Tous les astronautes vivent la même chose et cet overview effect, aujourd'hui, il est même théorisé, c'est-à-dire qu'on essaye de le reproduire. Il y a un joli projet qui s'appelle Planet Heart, qui donne lieu à une start-up qui est en train de récupérer ces images parce les Américains ont placé, c'était un projet de Barack Obama, qui a placé un satellite avec une caméra à un endroit très particulier dans l'espace qui permet d'avoir cette vue de la Terre toujours éclairée. Puisque selon la position de la circulation, de la rotation de la Terre autour du Soleil, il y a juste un seul endroit où on peut voir ça. Donc cette Terre comme une bille, on appelle ça the blue marble.
Donc cette bille, et alors on prend cette image-là, la caméra est fixe, hein, et elle prend des photos toutes les je sais pas quoi, 2 heures, quelque chose comme ça. Et il y a une équipe française qui a récupéré toutes ces photos, qui a fait un algorithme, et on voit la Terre qui tourne comme ça, toujours éclairée autour d'elle-même, et vous pouvez voir ça en ligne. C'est cette petite start-up qui s'appelle Planet Heart, et qui veut essayer de renvoyer ça à l'ensemble du grand public pour montrer, en fait, voilà, pour partager cette émotion que l'on a depuis la Terre et toute l'histoire, depuis l'espace. Et toute l'histoire, en fait, aujourd'hui, quand on regarde l'histoire de la conquête spatiale, et c'est une histoire très récente, qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est ce que disent les astronautes. Ils nous disent, en fait, on est parti pour découvrir Mars, les galaxies, etc. Et ce que l'on a, en fait, fondamentalement découvert, c'est la Terre. Et aujourd'hui, il faut savoir que tous nos satellites, je mets de côté les satellites militaires, on en parlera un autre jour, mais les satellites aujourd'hui sont tournés vers la Terre pour monitorer, pour surveiller ce qui s'y passe, évidemment pour relayer les communications aussi, mais l'essentiel des missions spatiales aujourd'hui, ce sont des satellites d'observation de la Terre pour voir comment elle évolue, la surveiller et donner à l'humanité les outils de suivi de son évolution. Il faut savoir que sur les variables climatiques essentielles, on parlait de science tout à l'heure, donc les chercheurs qui travaillent dans le cadre du GIEC, ils modélisent l'évolution climatique à partir de à peu près une 50aine de variables climatiques essentielles qui ont été définies par le groupe On Earth Observation des scientifiques qui travaillent avec le GIEC. Sur ces 50 variables essentielles, il y a plus de la moitié qui ne peuvent être documentées que depuis l'espace. Donc aujourd'hui, le spatial, c'est l'outil majeur d'observation du changement climatique. Sans ça, on ne saurait pas où on en est. Donc c'est une communauté scientifique en fait, qui est excessivement mobilisée pour pouvoir définir les nouveaux outils qui nous permettent de suivre la composition chimique de l'atmosphère, l'évolution des glaces et de faire cette modélisation. Avant de nous séparer, j'imagine que vous avez peut-être des questions à poser à l'un ou l'autre de nos invités ou des remarques ou des expériences personnelles à faire partager. Est-ce que vous êtes vous-même engagé, mobilisé pour ces enjeux-là, d'une manière ou d'une autre? Monsieur, venez nous voir. Alors, même chose, ouais, voilà, il faut prendre le micro qui est là, voilà. Voilà. Bonjour, merci de me donner la parole. Je suis Louis Alésina. Je suis citoyen du monde depuis 1949, c'est la date de ma naissance. J'ai fait la révolution en mai 68, comme beaucoup d'entre vous qui ont mon âge. Et ceux qui ne l'ont pas fait l'ont vécu avec nous et on est là tous ensemble pour en parler. C'est formidable que vous ayez enfin, pour une fois dans ma vie, c'est la première fois que je l'entends, donc c'est le début d'une nouvelle étape énorme, que vous ayez parlé de la Terre, du cosmos, des galaxies. Et je suis, c'est grâce à notre invité, hein, franchement. Je suis fanatique d'astronomie en même temps, mais c'est surtout le fait que vous en ayez parlé. C'est la première fois de ma vie que dans un débat, aujourd'hui, ce soir, je puisse entendre. Bravo. Il y a d'autres débats où on va de plus en plus en parler, parce qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, tout départ de là. On appartient au cosmos. On le sait, on le saura de plus en plus dans les écoles, dans les débats, dans les avancées, les politiques, comme les scientifiques, comme les entrepreneurs, comme tous ceux qui travaillent dans le monde libéral et public, vont avancer énormément de jour en jour. De seconde en seconde, les progrès sur la planète vont être importants. C'est ce que je voulais vous dire. Ma heureuse surprise de voir qu'enfin, on va démarrer les choses sérieusement en partant par le bon bout. Le vôtre, madame, le vôtre, monsieur, le vôtre, tous nos bouts à nous rajoutés en partant d'une logique scientifique, il faut le reconnaître, mais humaine, pour que notre planète, au milieu de notre cosmos, de notre galaxie, aille beaucoup mieux. Et la nouvelle génération, les nouvelles générations que vous représentez vont faire des miracles très rapidement. Bah écoutez, merci pour cette très jolie conclusion. Moi, j'aime bien quand ce sont les spectateurs du Temps Presse qui
qui nous aide à conclure. Je pensais aussi à un truc, c'est que lors de la dernière enquête Ushuaïa TV que nous venons de réaliser, qui s'appelle « En attendant la fin du monde », on a effectivement suivi des volontaires de la Convention citoyenne. Volontaires, ça va dans les 150 de la Convention citoyenne. Et on est allé voir dans leur environnement, là en l'occurrence c'était le groupe Se Nourrir des agriculteurs, qui œuvrent pour essayer de faire bouger les lignes. Et l'un d'entre eux, dans le Limousin, éleveur de chèvres, me disait « Moi, je ne peux pas imaginer que cette humanité qui a été capable d'aller dans l'espace pour voir la Terre de l'extérieur ne soit pas capable de trouver les solutions pour passer d'un monde à l'autre. » Voilà. Donc, ça sera aussi notre conclusion. Merci. Merci à vous quatre d'avoir été là. Bon courage pour la suite des travaux et merci à vous, vraiment.